Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes, cher Jean-François, chers collègues, je suis particulièrement heureuse de cette réunion commune ce matin sur les enjeux pour les Outre-mer du prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034. Sujet que notre délégation a pris à son programme de travail et qu'avec le président Jean-François Rapin, nous avons décidé de porter de concert tant les menaces qui visent nos territoires nous sont apparues graves. Ce n'est pas la première fois à la délégation que nous traitons des problématiques communautaires, ni que nous nous unissons nos efforts avec la Commission des Affaires européennes pour faire entendre la voix des Outre-mer, malheureusement trop souvent minorée quand elle n'est pas totalement ignorée. En 2020, lors des négociations du précédent cadre financier pluriannuel 2021-2027, notre délégation avait réalisé un rapport pour alerter sur les menaces portant sur les enveloppes destinées aux RUP dans le contexte du Brexit et sur les dispositifs fiscaux spécifiques aux Outre-mer. En janvier dernier, à la suite de l'adoption du premier volet de notre étude consacrée à la coopération et à l'intégration régionale axée sur le bassin océan Indien, fruit du travail approfondi de nos collègues Christian Combon, Stéphane Demilly et Georges Patient, nous avons déposé conjointement une proposition de résolution européenne sur l'intégration régionale des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Cette PPRE a posé des jalons importants pour l'avenir, parmi lesquels deux orientations clés. Changer le regard sur les RUP avec la création d'une politique européenne de voisinage ultra-périphérique ou PEVU à destination des États voisins des RUP, l'adoption nécessaire d'un paquet RUP législatif afin de passer en revue les différentes législations européennes qui créent des obstacles réglementaires à l'insertion économique des RUP dans leur environnement. Le sujet normatif est en effet à nos yeux prioritaire pour débloquer l'insertion économique des Outre-mer. Cette PPRE étant devenue résolution du Sénat le 27 mars 2025, nous étions allés la défendre à Bruxelles ensemble le 22 mai dernier. Nous voici à nouveau unis pour mieux mesurer les enjeux du nouveau cadre financier pluriannuel 2028-2034 tel qu'il a été présenté par la Commission européenne le 16 juillet 2025. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons l'honneur et la chance d'accueillir ce matin M. Benoît Lombrière, délégué général adjoint de l'association Eurodom, l'un des meilleurs spécialistes de ces sujets qu'il suit quotidiennement. Merci pour votre présence. Monsieur le délégué général, nous allons vous entendre présenter ces enjeux sur la base de la trame qui vous a été transmise et pouvoir échanger librement. Lors de votre journée d'études le 6 novembre dernier à Bruxelles, qui a connu un beau succès avec un niveau de participation exceptionnel, j'ai noté le front uni que les RUP françaises, mais aussi portugaises et espagnoles, avaient affiché. Je suis persuadée que les RUP ainsi que les PTOM doivent être placés au centre de la stratégie de puissance et d'influence de l'Europe dans le monde et qu'il faut aller convaincre les autres États membres de l'enjeu fondamental des RUP et des PTOM. Par ailleurs, derrière les premières propositions de la Commission européenne, il y a le risque d'effacement de 40 ans de différenciation des politiques européennes. Un retour en arrière, ignorant de l'article 349 du traité, irait à l'encontre de tous les travaux et du message porté par notre délégation en faveur de l'ardente obligation de la différenciation. Pour ce travail de fond, nous avons désigné un trio de rapporteurs que je remercie pour leur engagement et pour leurs questions. Notre collègue Olivier Bitz, Union centriste, sénateur de l'Orne, et pour les PTOM, Georges Naturel, LR, sénateur de Nouvelle-Calédonie qui est retenu dans son territoire avec la visite ministérielle, et les RUP Saïd Omar Wali, qui est socialiste de Mayotte. Et puis sans plus tarder, je vais céder la parole au président Jean-François Rapin qui nous fait l'honneur et l'amitié de cette réunion commune. Merci Micheline, l'honneur, je ne sais pas, l'amitié certainement. Madame la Présidente, chère Micheline, mes chers collègues, cher Benoît, je me permets cette légèreté, mais nous nous connaissons bien et je me réjouis que nous puissions nous retrouver une fois de plus
avec les collègues de la délégation sénatoriale aux Outre-mer pour évoquer les enjeux européens des Outre-mer, RUP comme PTOM, que nous défendons conjointement avec Constance. Et Micheline sait très bien avec quelle passion je suis animé par la vision outre-mer à la fois de la France mais de l'Union européenne aussi. C'est parfois difficile à défendre, mais il faut que nous le fassions. La présidente Micheline Jacques a rappelé la résolution européenne du Sénat du 27 mars dernier que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rapporter avec Georges Patient devant la Commission des Affaires européennes. Nous l'avons défendue avec conviction, tu l'as rappelé Micheline, à Bruxelles lors d'une mission conjointe en mai dernier auprès de la Commission européenne, du Service européen pour l'action extérieure, mais aussi auprès de nos collègues parlementaires européens avec lesquels il est nécessaire d'entretenir un dialogue régulier. La journée d'études organisée la semaine dernière que vient d'évoquer Micheline Jacques semble à cet égard avoir été utile. Je relève avec intérêt la mobilisation des eurodéputés des régions et territoires portugais et espagnols qui prolongent les échanges que nous avions eus avec eux en mai dernier. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'avec eux qu'on puisse défendre ces questions-là. Comme je le dis souvent, parler aux Allemands de l'outre-mer, c'est un puits sans fond. Et il faut vraiment s'y attacher. Je veillerai à maintenir la mobilisation de nos collègues des Cortes et du Sénat espagnol, ainsi que de l'Assemblée de la République portugaise, notamment au travers des réunions de la COSAC, la prochaine ayant lieu en novembre ou fin novembre, début décembre. Déjà, lors de la dernière réunion, j'avais fait introduire dans la déclaration finale une référence à l'importance des Outre-mer et la nécessité de prévoir les adaptations prévues par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chose qui avait été acceptée par l'ensemble de la COSAC. Cet article justifie pleinement à mes yeux l'élaboration d'un omnibus RUP afin de libérer nos Outre-mer de certaines contraintes inadaptées. Peut-être pourrez-vous, Monsieur Lombrière, nous indiquer si vous avez des attentes ou des propositions en ce domaine que nous pourrions porter. Nous devons l'affirmer avec la plus grande force, les RUP et les PTOM répartis sur la surface du globe sont un atout géostratégique majeur pour l'Union européenne, je le dis souvent, et on en a trop peu conscience. Nous l'avons même entendu de la part des services de la Commission européenne. Nous défendrons donc avec force l'importance des RUP et des PTOM dès que nous en aurons l'occasion, et à chaque occasion, dirais-je. Je l'ai fait récemment auprès de la Commission à l'élargissement, et je ne sais pas si Théva est là, il m'en est témoin. J'ai dit à la commissaire que, au-delà de l'élargissement tel qu'on l'envisage aujourd'hui dans l'Union européenne, il y a un élargissement qui existe, qui est celui des RUP et des PTOM. Les travaux de la délégation sénatoriale en Outre-mer soulignent également combien il est essentiel d'obtenir un élargissement de la politique de voisinage en direction de l'environnement régional des RUP et PTOM en déterminant conjointement une stratégie commune. Cette audition s'inscrit toutefois davantage dans la perspective de négociations qui démarrent sur le prochain cadre financier pluriannuel après les premières propositions de la Commission européenne qui sont fortement contestées aujourd'hui par le Parlement européen. Et à l'intention de Benoît, je dis que nous devions recevoir la semaine dernière Stéphanie Rizzo en audition, mais qu'elle a été rappelée justement pour revoir les éléments du cadre financier pluriannuel, puisqu'ils sont très très contestés. Et ça n'est pas tant les milliards qui doivent être inscrits sur les lignes, c'est plutôt vraiment l'architecture. Telles qu'elles ont été présentées par la Commission européenne le 16 juillet, elles annoncent des changements importants qui nous inquiètent, sur la PAC notamment, la politique de cohésion qui serait renationalisée sous couvert d'une simplification, de la flexibilité et d'une efficacité. Et certainement de pouvoir accru dévolu à la Commission européenne. C'est aussi finalement l'enjeu de ce CFP. Très clairement, certaines orientations ne nous paraissent pas acceptables. Tout n'est pas dit, loin de là. En ce qui concerne les RUP et les PTOM, les perspectives budgétaires ne sont pas si sombres, puisque les moyens en faveur des RUP seraient maintenus et pourraient même être accrus, en jouant notamment sur le nouvel instrument Europe dans le monde, qui permettrait d'intégrer notamment la coopération régionale et de voisinage. De même, pour les PTOM, la proposition de nouvelles décisions d'association porte un accroissement des crédits pour les territoires concernés, avec, il est vrai, un vertigineux doublement pour le Groenland, qui préside. Je vous laisse juger.
Encore faut-il qu'on parvienne par ailleurs à trouver un accord sur les ressources propres qui permettrait de financer l'enveloppe globale qui est proposée par la Commission. Ces éléments justifient notre vigilance, mais éclairent aussi la toile de fond de nos échanges de ce matin. Le temps étant compté pour laisser le plus de place possible au débat et aux questions de nos collègues, que je remercie d'être ici présents, et on en a à distance aussi. Voilà, notamment Georges Naturel qui est chez lui depuis leur territoire. Je vous cède immédiatement la parole, cher Benoît. C'est celui-là. Il y avait un losange. Je voulais pas. Parfait. Bien, merci beaucoup, Madame, Monsieur le Président. Merci de vos mots d'introduction sympathiques, mais qui me mettent la pression. Il faut que je sois au rendez-vous maintenant. Merci, Monsieur le Ministre, Messieurs, Madame les sénateurs, sénatrices. Bon, vous l'avez dit, la proposition qui a été faite le 16 juillet dernier par la présidente de la Commission européenne a suscité énormément d'inquiétudes. Évidemment, dans les régions ultrapériphériques, c'est le nom qu'on donne au département d'outre-mer à Bruxelles. On est outre-mer dans l'Hexagone, mais c'était pas assez. Donc à Bruxelles, on est ultra-périphérique. C'est dire comme on est loin. Vous avez parlé de la politique d'élargissement, et c'est vrai que la proposition de la Commission, on a un peu l'impression qu'il y a une partie de politique de rétrécissement, si je puis dire, et en particulier s'agissant, pour ce qui nous concerne davantage, rétrécissement de la politique agricole, de la politique de la pêche, de la politique régionale. Un rétrécissement dont vous avez très justement souligné, Monsieur le Président, qu'il était à la fois budgétaire, probablement. Hein. C'est un peu difficile d'y voir clair dans les propositions budgétaires de la Commission. Mais enfin, globalement, personne ne considère qu'il y a un accroissement des besoins, des budgets. Et ceux qui ont l'habitude de chiffrer et de lire ce genre de documents nous font plutôt état d'une baisse d'à peu près 20% des crédits. Quand on cumule tous les crédits qui seraient aujourd'hui confiés à la responsabilité des États membres et qu'on le compare au budget qui est actuellement consacré par l'Europe à ces budgets-là, le chiffre communément admis, c'est 20%, qui n'a pour l'instant pas été contesté par la Commission. Donc, allons considérer que c'est celui qui est sur la table. Bon, donc, la proposition de la Commission, plutôt de la présidente de la Commission, j'ai le sentiment que un certain nombre de services de la Commission ont découvert la proposition de la Commission quasiment en même temps que nous. Donc c'est une proposition qui a été faite en mode un peu commando, avec un faible nombre de personnes impliquées, et qui explique probablement les réactions de très nombreuses parties prenantes, je le disais, dans les RUP, mais en vérité dans toute l'agriculture française, et dans l'ensemble de ce qu'on appelle les pays de la cohésion, c'est-à-dire de tous les pays qui ont besoin des fonds européens pour rattraper la moyenne de développement communautaire. Bon, la politique régionale, en très simplifié, c'est ça. Cette proposition, quelle est-elle? Elle change complètement la manière dont l'Union européenne envisage ses politiques, la politique régionale, la politique agricole et la politique de la pêche, plus généralement le soutien économique, en créant 4 piliers. Un premier pilier qui est essentiellement constitué de ce qu'on a appelé la méga-enveloppe, le PNR, le superfonds, enfin bref, il y a plein de surnoms, qui, pour faire simple, est constitué de toutes les politiques traditionnelles de l'Europe. La politique agricole, qui a fait en grande partie l'Europe, la politique de soutien industriel, la politique régionale, qui est la condition pour que tous les États membres, au niveau de vie différent, restent ensemble. La politique de cohésion, elle a une utilité colossale en Europe, et ce sont des crédits très importants. Tous ces fonds-là, agricole, politique de cohésion, politique de soutien à la pêche, seraient confiés à la responsabilité des États membres qui, en simplifiant à peine, recevraient une grosse dotation budgétaire pour ensuite pouvoir utiliser ces fonds assez librement et les répartir assez librement en fonction des priorités nationales. Alors, et les compléter pour ceux qui ont du budget,
en France, il est assez probable que non seulement on ne les complète pas, mais que peut-être on pousse à une faible consommation de telle manière à pouvoir boucher les trous nationaux, ce qui fait partie de la difficulté du dossier. Donc, puisque je rappelle que pour mener ces politiques-là, la proposition actuelle de la Commission dit, en tout cas, on commence par baisser le budget, donc on vous délègue les compétences. Alors c'est un exercice qu'on connaît bien dans tous les exercices de décentralisation, on ne peut pas jeter la pierre à la Commission, c'est un peu ce qu'on fait souvent quand on décentralise. Donc on décentralise les politiques et le budget, en l'occurrence là, est réduit dans des proportions qu'on ne sait pas très bien chiffrer, mais disons autour de 20%. Alors quelle est la conséquence pratique de ça? Eh bien, ça va être la guerre de tous contre tous. Bon, tout ce qu'on donnera en plus pour la politique régionale, pour les fonds FEDER, pour les fonds FEADER, pour le FSE, enfin bref, pour toute la politique qui finance et qui irrigue une grande partie des territoires dans notre pays, eh ben, on le donnera en moins aux agriculteurs, on le donnera en moins aux pêcheurs. Tout ce qu'on donnera à l'Hexagone, on le donnera en moins aux RUP. Et ça ne peut pas être autrement, parce qu'avec des crédits qui sont en forte baisse, soit la baisse, c'est moins pour tout le monde, donc c'est 20% de crédits en moins sur tous les crédits de la politique régionale, tous les crédits de la politique agricole, bon. Ou alors l'État va faire des arbitrages. Bon, il va faire des arbitrages, ça veut dire qu'il va prendre un peu plus, donc certains secteurs auront plus de 20% de baisse, pendant que d'autres auront un peu moins que 20% de baisse. Alors vous le dites très justement, Monsieur le Président, la France peut compléter, donc bon, on peut imaginer, mais on parle de dizaines de milliards, hein, c'est des enveloppes qui sont colossales, hein, la seule PAC c'est 9 milliards, le POSEI simplement c'est 280 milliards, enfin 278 millions pardon, d'euros, donc c'est vrai qu'on peut compléter, mais ça consomme très vite beaucoup d'argent, et puis c'est de l'argent qu'on ne consommait pas jusque-là, puisqu'il était assumé par l'Union européenne. Voilà, donc nous on a 3 fonds qui sont impactés en particulier. Le fonds POSEI, qui est la PAC des Outre-mer, 278 millions d'euros par an, c'est-à-dire 4,5 milliards sur 7 ans. Enfin, 4,5 milliards c'est pour l'ensemble des RUP. Donc 278 millions d'euros pardon, pour la France, ce qui fait à peu près 1,5 milliard sur la période de 7 ans. La deuxième enveloppe qui est affectée, je parle pour les acteurs économiques, hein, c'est celle qui s'appelle le FEDERUP. Le FEDERUP, c'est une enveloppe d'à peu près 500 millions d'euros sur la période. Hein, c'est tout ce qui permet de surdoter les collectivités afin qu'elles mènent des actions de soutien aux entreprises. Sauf erreur, je crois que cette contribution supplémentaire qui est réservée aux régions ultrapériphériques est d'à peu près 40 euros par habitant. Ça fait à peu près 500 millions d'euros sur la période. Et puis on a le troisième fonds qui est la politique, dans la politique commune de la pêche. On a une partie qui vient compenser les surcoûts qui sont subis par les pêcheurs des Outre-mer, qui s'appelle les plans de compensation des surcoûts. Donc je suis en train de regarder le budget, de mémoire, c'est à peu près 25 millions d'euros. Bon, donc on peut considérer que c'est des sommes qui sont pas grand-chose au regard des enjeux de la PAC. Encore une fois, je rappelais à peu près 9 milliards pour la PAC. Mais pour ceux qui sont sur place, pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les chefs d'entreprise, et si on élargit le scope pour les régions, ce sont des enjeux qui sont considérables. Il n'y a pas un ouvrage, il n'y a pas une commande publique, il n'y a rien qui se fait outre-mer sans financement ou cofinancement européen. Et vous savez que dans les Outre-mer, les taux de cofinancement, c'est-à-dire la partie qui revient à la collectivité locale ou à l'État, elle peut aller jusqu'à 15-20%. C'est-à-dire que la part des fonds européens dans le financement des investissements Outre-mer, il est en vérité colossal et bien plus important que dans n'importe quelle région française. Bon, donc ça c'est la méga enveloppe. Et puis à côté, vous l'avez bien rappelé, il y a 3 autres piliers. Il y en a un qui concerne l'administration, je ne le compte pas. Il en reste 2. Donc la méga enveloppe, premier pilier. Le deuxième pilier, c'est un pilier qui s'appelle la compétitivité. Et le troisième pilier, c'est un pilier qui s'appelle l'Europe dans le monde, dont vous avez raison de souligner qu'il faut s'y intéresser de près quand on réfléchit aux Outre-mer, car il y a dans ce pilier-là probablement beaucoup de financement ou de relais de financement à aller chercher, mais qui vont être sur une logique qui est très différente de celle du premier pilier. De la même manière, vous avez fait référence à l'omnibus, là aussi, qui est un texte
alors qui est très poussé par les autorités françaises, dont le Sénat s'était d'ailleurs saisi, qui a fait déjà des propositions. Là aussi, l'omnibus, ça vise à rectifier, si je puis dire, des politiques qui sont déjà votées, qui sont déjà existantes, à faire en sorte de les adapter un peu aux réalités des Outre-mer. Ce n'est pas un outil de création de droits nouveaux ou de politiques nouvelles. Et surtout, ça n'a pas, si je puis dire, la force suffisante pour aller s'opposer à un budget. Donc l'omnibus, c'est une partie du problème, c'est une partie de la solution pour les Outre-mer, et c'est aussi une partie du problème dans cette négociation, parce que dès qu'on va voir un interlocuteur à Paris, à Bruxelles, on lui dit mais voilà les problèmes qui existent, et puis on sort l'omnibus comme une carte magique en disant mais ce sera dans l'omnibus. Bon, au bout d'un moment, l'omnibus, ça va devenir comme en Angleterre un car à 2 étages. Il va être tellement chargé qu'il va devenir plus votable, et surtout on lui fait faire beaucoup de choses pour lesquelles il n'est pas fait. L'omnibus c'est vraiment fait pour peigner, ça passe derrière. C'est comme on avait les lois portant diverses dispositions à l'époque, je crois que ça n'existe plus. Enfin c'est vraiment le truc où on ramasse et puis on essaye de mettre en ordre les endroits où ça frotte un peu, quoi. C'est vraiment pas fait pour aller contrer un budget, pour aller faire des propositions nouvelles, pour créer des outils nouveaux. Donc, bon, voilà un peu la situation. Qu'est-ce que nous craignons? Nous craignons évidemment, et on le voit avec les déclarations récentes du président de la République sur le Mercosur, on le voit dans les arbitrages budgétaires qui ont été faits pour les Outre-mer, qui ont été pour le moment défaits, si je puis dire, par l'Assemblée nationale, mais qui étaient très violents, hein. On avait des baisses colossales des budgets de soutien à l'activité économique dans les départements d'outre-mer, tant la défiscalisation que les allègements de cotisations sociales. Enfin, c'était très lourd, 800 millions d'euros de baisse. Enfin, c'était d'ailleurs tellement lourd que c'était indigeste, et c'était tellement lourd que ça a été remis quasiment à zéro par les députés, et le Premier ministre a annoncé que le Sénat, évidemment, voterait ce qu'il estime devoir voter, mais que, en tout cas, le gouvernement ne s'opposerait pas aux amendements et il serait soit favorable, soit dirait sagesse. Bon, n'empêche qu'au départ, il y avait un arbitrage qui était très dur. Et donc, bon, quand ce sera la lutte de tous contre tous dans cette grande enveloppe, notre crainte, évidemment, c'est qu'on donne aux régions, parce que les régions, ça compte dans ce pays, qu'on donne aux agriculteurs parce que de l'Hexagone, parce que ils ont une capacité supérieure à se mobiliser, et puis il y a plus d'élus dans l'Hexagone que dans les Outre-mer, donc voilà, et ceux qui feront la pointe, si je puis dire, ça pourrait être les RUP. Donc c'est ça qu'on évite, et c'est probablement pour ça qu'on est un peu plus inquiet et qu'on est un peu plus en avance dans l'expression de ces inquiétudes-là que nos collègues agriculteurs, qui sont eux-mêmes mobilisés, mais c'est vrai qu'on crie un tout petit peu plus fort, parce que pour nous, les enjeux sont essentiels. Je rappelle que les aides qui sont perçues par les agriculteurs, les pêcheurs, sont des aides au fonctionnement, sont des aides qui viennent compenser des surcoûts, c'est-à-dire sont des aides qui rentrent directement dans les comptes d'exploitation des agriculteurs ou des pêcheurs. Ce sont des aides qui viennent compenser des handicaps auxquels les agriculteurs, les pêcheurs ne peuvent rien, c'est-à-dire ceux qui sont liés au fait qu'ils sont loin, que tout coûte plus cher à faire venir, qu'il faut stocker beaucoup plus parce qu'en étant loin, si vous avez une roue de tracteur qui tombe, qui vous lâche, faut que vous ayez, donc vous avez 2 roues de tracteur en permanence dans votre hangar, là où si vous êtes en métropole, vous allez l'acheter au magasin, là il n'y a pas de magasin. Bon. Donc bon, tout coûte plus cher, il y a des frais financiers qui sont associés à ce surstock. Bon, donc c'est ça qui est compensé. Les aides POSEI, les aides à la pêche, ce ne sont que des aides qui viennent rétablir les conditions d'une activité économique normale. Il n'y a pas d'aide particulière pour améliorer le compte d'exploitation, améliorer surtout le revenu des agriculteurs. Il y a des aides qui sont faites pour faire en sorte que le même agriculteur, le même pêcheur qui ferait le même métier à Brest ou à Concarneau, serait placé dans la même situation, est placé dans la même situation que celui de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France après qu'il a perçu des aides. Donc si on enlève ça, il n'y a plus d'activité économique. Bon, c'est pour ça qu'on est évidemment extrêmement inquiet. Quelle est la position des différents acteurs dans ce débat-là, et quel est le calendrier qui est devant nous? La Commission a fait sa proposition. Maintenant, elle est au Parlement et au Conseil. Le Parlement, vous l'avez justement rappelé, s'est positionné très vite en étant très critique sur cette
proposition. Une lettre d'ailleurs inhabituelle a été adressée par le président du groupe PPE, le président du groupe des socialistes, la présidente du groupe Renew et le président des Verts, ainsi que les rapporteurs ou shadow rapporteurs correspondant à chacun de ces groupes politiques, directement à la présidente de la Commission pour lui dire que sa proposition en l'état n'était pas acceptable par le Parlement européen. Donc il s'est positionné très fortement et très rapidement en soutien à ceux qui trouvaient que la proposition manquait d'équilibre. La présidente de la Commission a répondu à cette lettre, elle y a répondu en début de semaine, cette semaine-ci, avec une lettre que nous estimons relativement vide, en tout cas s'agissant des RUP. À notre avis, s'agissant globalement de la proposition dans l'ensemble, on voit mal les inflexions importantes qui sont proposées par la Commission, et en tout cas, s'agissant des RUP, on la voit pas du tout. Donc, pour nous, cette lettre, bon, elle existe. Elle a probablement permis de faire un peu de politique aux uns et aux autres pour éviter d'aller trop loin, puisqu'on était à la veille d'un débat au Parlement européen qui est justement porté sur le CFP. Mais en tout cas, nous n'avons pas de politique. On regarde les choses pratiquement, et pratiquement, on ne voit pas les choses changer, et donc on n'est pas inquiet. Que demandons-nous? Nous demandons en vérité que le POSEI, que la partie de la politique commune de la pêche, qui soutient les Outre-mer et le FEDERUP sortent du mégafonds, sortent de l'enveloppe qu'on appelle le PNR et qu'elles soient financées directement, comme c'est le cas aujourd'hui, par des fonds européens. Il y a dans le premier pilier, je le disais, le premier pilier c'est le pilier de la PNR, mais à 90%. Bon, il y a 10% de ce premier pilier-là qui concerne globalement le soutien à l'activité économique et à la politique régionale, qui concerne des fonds qui restent à Bruxelles, en particulier des réserves de crise et d'autres instruments. Nous disons, compte tenu des montants relativement modestes des aides POSEI et des aides à la pêche, eh bien, prenons des crédits sur cette réserve de crise. Les crises, on verra bien, ce sont des crédits qui par nature sont imprévisibles. Bon, prenons-en une partie, logeons le POSEI dans le premier pilier, mais dans la partie du premier pilier qui est celui qui continue à être géré à Bruxelles, ce qui permettrait à nos agriculteurs, nos pêcheurs, de continuer à bénéficier de la prévisibilité, j'insiste là-dessus, hein, qu'offre la politique bruxelloise. C'est vrai que le budget à Bruxelles, il est fixé pour 7 ans. C'est vrai qu'on est très angoissé à chaque renégociation, mais une fois qu'on a passé la négociation, pendant 7 ans, on sait à l'euro près quel va être le budget, et c'est prévisible. Ça, pour des acteurs économiques, la prévisibilité, ça n'a pas de prix. Donc on insiste beaucoup là-dessus pour rester logé à Bruxelles, rester sur des crédits européens, et ne pas devoir tous les ans repartir à l'assaut d'un projet de loi de finances ou d'aller convaincre un ministre des Outre-mer ou un ministre de l'Agriculture pour que nos crédits soient maintenus, parce que quand on fait comme ça, c'est pas possible d'avoir une activité économique. Enfin, c'est pas possible. C'est beaucoup moins facile, beaucoup moins confortable que dans la situation actuelle. Dernier élément, on a beaucoup parlé budget, et il est vrai que le CFP est un cadre budgétaire. Le problème, c'est que beaucoup des budgets qui concernent les RUP sont logés dans des règlements, c'est le cas du règlement POSEI par exemple, qui sont beaucoup plus larges que le seul budget. Comme la proposition de la présidente de la Commission est une proposition budgétaire, elle entraîne mécaniquement la suppression de tous les règlements qui jusqu'ici avaient des considérations budgétaires. Et il y a pour nous un effet ricochet majeur, puisque en vérité, la proposition de la Commission a pour conséquence, logique assumée, hein, on a eu nous des échanges avec la Commission qui ne nie pas ce que je vous dis, a pour conséquence donc logique et assumée la suppression des règlements, en particulier du règlement POSEI. Dans le règlement POSEI, il y a énormément de dispositions qui adaptent le droit de l'Union européenne aux réalités vécues par les agriculteurs. Si on fait disparaître le règlement POSEI, disparaître les dispositions particulières aux RUP à l'intérieur de la politique commune de la pêche, eh bien, comme vous l'avez très bien dit, Madame la Présidente, c'est 50 ans d'acquis difficiles communautaires qu'on remet sur la table. On nous dit oui, mais c'est pas grave, on va pouvoir les réintroduire autrement, alors soit dans l'omnibus,
soit en faisant des amendements au cadre financier pluriannuel. Il y a déjà 3 articles qui concernent les RUP, on peut en mettre 4, on peut en mettre 5. Bon. Nous, on ne veut surtout pas rentrer là-dedans. On ne va pas aller discuter avec des administrations européennes aujourd'hui, point par point, de tout ce qu'on a conquis depuis 50 ans, 60 ans. Bon, on va évidemment, au mieux, on s'en sort comme aujourd'hui. Mais plus vraisemblablement, on va dire, bon, ben, ça on prend pas, etc. Et donc, à chaque fois qu'on ne prend pas une mesure, ben, il y a des entreprises qui ferment et il y a des entrepreneurs qui n'y arrivent plus. J'insiste sur le fait que ces négociations-là, elles se passent souvent de la même manière. Là, l'attaque est plus forte que d'habitude, plus forte que jamais en vérité. Mais la mécanique de négociation est toujours la même. C'est une négociation impossible, une proposition inacceptable faite par la Commission. C'était le cas l'an dernier, enfin la dernière négociation, rappelez-vous, une baisse du budget de la PAC de, si ma mémoire est bonne, à peu près 5%. Et puis finalement, la France s'est battue. Elle a réussi à faire en sorte que les crédits de la PAC soient maintenus. Mais pour les RUP, ce n'était pas suffisant. Pour les RUP, la Commission a dit, mais comme vous n'êtes pas dans la PAC, ben vous allez avoir la baisse de 5%. Bon. Et donc on a dû se battre, alors que les sujets du monde agricole continental étaient à peu près réglés, pour essayer d'avoir la même chose. La dynamique de cette négociation-là, elle est mortifère. Bon. Parce qu'en fait, à chaque fois, on se bat pour maintenir ce qu'on a. La vérité, c'est que la vie, elle change. Bon, les réalités du monde changent, vous le savez, et vous l'avez très bien souligné, Monsieur le Président, dans un monde qui change, les RUP, elles sont plus exposées que des régions qui sont dans le Massif central. Bon. Donc, on ressent, nous, tout de suite les bouleversements du monde, on ressent tout de suite les changements géopolitiques, on ressent tout de suite ce que ça veut dire quand Donald Trump commence à pilonner le Venezuela ou à lutter contre le trafic de drogue. Ça a des conséquences concrètes tout de suite dans nos départements. Donc, on est, nous, ouverts au monde. Donc, on a besoin d'adaptabilité, on a besoin de bouger. Or, depuis 2010, en vérité, les budgets, pas plus que les politiques, ne changent ni ne bougent. Bon. Et donc, pourquoi? Parce qu'à chaque négociation, on doit se battre pour maintenir. Donc, je veux dire de manière très claire que les budgets, en particulier du POSEI, n'ont pas évolué depuis 15 ans, que, fort heureusement, les politiques publiques, communautaires comme nationales, produisent des effets, et que la production dans les départements d'outre-mer, elle, a augmenté. Les aides du POSEI étant couplées à la production, eh bien, le budget européen est devenu rapidement insuffisant, si bien que la France a été obligée de compléter ce budget, et on est aujourd'hui, rendez-vous compte, sur une politique agricole qui est dans les Outre-mer, qui est cofinancée quasiment à 50% par la France. Personne n'accepterait la même chose pour la politique continentale. La politique agricole, elle est commune, elle est même communautaire, c'est les deux interprétations du C de la PAC. Ben, dans les départements d'outre-mer, si on continue, elle va devenir plus nationale que communautaire, bon, puisque bon, les budgets sont bloqués. Donc, on est face à des... Enfin, ça, c'est la position de départ, c'est la position qu'on a rappelée il y a 1 an. On a acté tout un tas de positions dans le cadre d'une assemblée générale qu'on a tenue il y a 1 an, dans lequel il y avait un doublement des crédits du POSEI, dans lequel il y avait tout un tas de choses, bon, auxquelles on est obligé sur lesquelles on est obligé de mettre un peu un mouchoir, ben, parce que soudainement on est obligé de faire de la médecine de guerre. Bon, mais on n'y est pas obligé. Donc on va essayer dans cette négociation-là de stopper et d'arriver à passer des éléments qui sont nécessaires et indispensables pour nos départements d'outre-mer. La France est à nos côtés. Le Premier ministre a écrit il y a quelques jours une lettre à la présidente von der Leyen sur les sujets agricoles dans l'ensemble. C'est une lettre qui est assez courte, qui doit faire 1 page et demie, si ma mémoire est bonne, à l'intérieur duquel il y a un paragraphe qui concerne le POSEI, il y a un paragraphe qui concerne les Outre-mer. Donc le travail a été fait du côté français et à son presque plus haut niveau, hein, c'est le Premier ministre. Donc de ce point de vue-là, la position française est relativement claire. Bon, le diable est toujours dans les détails. Est-ce qu'on va finir par se mettre d'accord, ce que nous ne souhaitons pas, sur le fait que des crédits soient sanctuarisés à l'intérieur de la méga-enveloppe, mais décentralisés quand même au niveau parisien. Ça peut être une manière de soutenir les RUP. Bon, c'est pas la manière dont on estime qu'elle est la plus pertinente. Nous, on insiste vraiment beaucoup pour rester
avec cette visibilité et prévisibilité sur 7 ans. Donc, en tout cas, sur le principe, les RUP ne sont pas oubliés par le gouvernement et la position prise par le Premier ministre est claire sur une lettre qui concernait l'ensemble des sujets. Donc, son passage au ministère des Outre-mer a été bien mis à profit pour qu'il n'oublie pas les ressortissants des RUP qu'il connaît bien. Du côté de l'Espagne, du Portugal, bon, on est pour l'instant sur une position d'attente vigilante. Je ne peux pas dire que les positions soient extrêmement claires du côté des autorités, enfin du gouvernement même espagnol et portugais, mais on sent qu'ils vont de toute façon aller Espagne et Portugal. Ouais. Si, pour l'instant, ils n'ont pas donné de position extrêmement claire, mais ils vont. Enfin, je ne veux pas parler à leur place, donc, mais enfin, je pense qu'il n'y a aucune raison et que c'est simplement, ça va arriver. Et je pense qu'ils vont être alignés sans problème, vu l'unanimité du Parlement européen dans toutes ses composantes nationales comme politiques. Il n'y a aucun doute que les États membres vont suivre. Du côté des RUP même, la conférence des présidents des RUP a bien réagi, en faisant part de ses préoccupations très fortes, alors à la fois sur la politique régionale, sur la politique agricole. Quant aux RUP espagnoles et portugaises, elles sont, elles, très en pointe de ce combat-là, très en avant. Les Canaries, Madère, les Açores ont mobilisé très vite leurs responsables politiques qui sont montés très fort, très haut, qui ont fait des interventions tout de suite auprès de la Commission européenne, auprès de leurs États membres, et donc je ne doute pas qu'ils seront entendus. Voilà un peu le paysage. Donc on est au début de cette négociation. Le calendrier normal, c'est qu'il faut qu'il y ait un budget avant le 31 décembre 2027, fin de la période de programmation. Donc on rentre dans cette négociation qui sont très longues, qui sont très conflictuelles, et dans lequel on essaie, nous, de lancer le ballon un peu avant les autres et un peu vite, puisque la logique, et on termine par là, c'est que, face aux deux mastodontes que sont l'agriculture continentale d'un côté et l'ensemble des autorités régionales de l'autre, l'ensemble des régions, le sujet des RUP finisse par être un peu la part du feu, et qu'on règle les problèmes des régions, qu'on règle les problèmes des agriculteurs, que pour les RUP on dise on verra plus tard, et puis ça ira bien, et plus tard n'arrive jamais, et en fait on se retrouve dans la situation qui est celle qu'on a connue à la dernière négociation. Donc on essaie d'inverser un peu les choses, plutôt que de dire bon, les RUP c'est un petit sujet, donc on le traitera à la fin, on essaie de faire un truc en disant ils font trop de bruit, c'est un petit sujet, allons le régler tout de suite. Ça permettra ensuite de pouvoir se concentrer sur les deux gros sujets que sont l'agriculture continentale et les régions, sans avoir le grésillement permanent des insupportables représentants politiques et de leurs amis des RUP qui nous empêchent de discuter des vrais sujets d'intérêt. Bon. Voilà un peu la situation. Je salue et je remercie, comme à chaque fois, la présidence et la réactivité des deux délégations, des Outre-mer et des Affaires européennes, qui répondent constamment présents, qui vont très vite. Là, vous avez monté cette audition très rapidement, réagi très vite, décidé de faire cette proposition de résolution européenne, en tout cas de l'envisager très rapidement. Et je ne veux pas terminer mon propos sans faire un remerciement appuyé aux deux présidents et évidemment à l'ensemble de la représentation sénatoriale. Merci à vous. Merci. Merci de ces éléments apportés qui viennent clarifier nos esprits quant à la vision budgétaire et l'approche que veut avoir la Commission. Moi, je reste néanmoins consterné par le manque de dimension et de vision de l'Union par rapport à ces territoires d'outre-mer. Je ne parle même plus des territoires d'outre-mer français, je parle de ces territoires d'outre-mer en général. On est quand même sur des sujets géopolitiques majeurs. En ce moment, vous l'avez dit très clairement, le monde change. On a cette chance, mais ce propos que j'ai l'impression de répéter en permanence, mais c'est l'art de la pédagogie, c'est aussi la
pétition, c'est de dire on a là cette chance d'avoir un porte-avions. Alors ça n'est pas belliqueux, mais on a un porte-avions sur tous les océans. C'est-à-dire qu'on a une présence mondiale permanente de la France, certes, mais aussi de l'Union européenne. Et on ne prend jamais le tournant, ni même la vision des choses, de ce côté. C'est-à-dire que tout ce qui est influence étrangère, finalement, il y en a quand même pas mal qui viennent de l'outre-mer, et l'Union européenne ne sait pas les contrecarrer, en tout cas ne s'implique pas pleinement sur ces questions-là. Sur les questions de défense, aujourd'hui, on parle d'une défense européenne. On ne sait pas d'ailleurs sous quel angle l'analyser ni même la prendre. On a aujourd'hui cette capacité d'une présence formidable. Et puis, globalement, quand on capitalise les aires marines, et la surface maritime européenne, on est quand même leader quand on additionne tout. Donc là, on a quand même des sujets qui sont, à mon sens, majeurs quand on va avoir une vision, non pas lointaine, mais en tout cas une vision poussée de la question géostratégique qui, à mon sens, n'est jamais prise tellement en compte. Alors elle est peut-être prise dans des sphères secrètes ou des sphères plus intimes, mais en tout cas, je pense que cette question-là devrait être mise au grand jour, dans la mesure où elle représente finalement une force de la dimension de l'Union européenne, de la France bien sûr, mais aussi de l'Union européenne. Donc je suis toujours très consterné de prêcher un peu avec Micheline dans le désert sur cette question-là. Merci Président Jean-François Rapin pour ton accompagnement et ton soutien pour nos territoires ultramarins. Je sais à quel point c'est important pour toi. Merci pour cet éclairage sur la situation des territoires ultramarins, notamment du budget. Bon, j'ai quelques petites questions, mais je vais plutôt laisser la parole à nos deux rapporteurs, donc Saïd, et j'ai vu que Georges, que je salue, qui est en visio, s'il souhaite intervenir pour qu'il nous fasse signe. Donc je passe la parole à Saïd Omar Ouali. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Rapin lorsqu'il parle de nos océans et que je regarde de loin, enfin de près, Mayotte, où aujourd'hui, bien sûr, nous avons cette richesse qui est là en matière de gaz, en matière de pétrole, et qu'on voit en même temps qu'il y a moins d'investissements de l'Europe, justement, dans cette région. Et on se pose la question. Or, à côté, nous avons les Chinois qui sont déjà là et les Russes qui sont juste aux côtés parce qu'il y a Total qui va reprendre les travaux gaziers dans le Mozambique. Et j'ai l'impression que nous sommes absents, malheureusement, et surtout de l'Union européenne. Et c'est dommage. Et quand on regarde l'océan Indien finalement appartient à la France. Parce que vous prenez Mayotte, vous prenez toutes les îles là, qui sont à l'intérieur de Madagascar, toutes ces îles-là appartiennent à la France. Donc l'océan Indien appartient à la France, sauf qu'on voit moins d'implication dans cette région-là. Juste quelques questions que je voulais aussi vous poser. Le taux de financement spécifique est de 85% dans les projets auxquels émerge le RUP français, à l'exception de la Martinique. Est-ce qu'il sera maintenu, ce taux de 85% dans les négociations que vous êtes en train de faire là-bas? La deuxième question concernant la flexibilité budgétaire revendiquée par la Commission européenne, peut-elle être un levier pour faire face aux catastrophes climatiques auxquelles le RUP et le PTOM sont très exposés? Je fais référence à Chilo. Jusqu'à maintenant, nous avons le port de Longoni qui risque de s'effondrer, alors que nous sommes en période cyclonique actuellement et il pleut énormément. Et la question se pose aujourd'hui concernant justement le RUP, qui sont des territoires très vulnérables. Le temps qu'on nous aide, le temps que les denrées alimentaires nous arrivent, il y a beaucoup de catastrophes. Or, dans la politique européenne, malheureusement,
on ne voit pas ces questions-là concernant justement la résilience de nos territoires. La troisième question que je voudrais vous poser, c'est concernant l'article 349. Peut-on considérer que la réforme de CFP est contraire à l'article 349 ou pas? Parce que ici, je fais référence, bien sûr, à l'arrêt de Mayotte de 2015. Donc, voilà quelques questions que je voulais vous poser. Il y en aura d'autres après. Merci, monsieur, madame la présidente. Merci pour votre présentation. Vous nous avez parlé des inquiétudes qui ont été aussi faites par plusieurs groupes d'eurodéputés au Parlement européen. La proposition de renationalisation telle qu'elle a été faite par la Commission européenne, il y a deux grands perdants, le Parlement européen et les régions. Et cette volonté de redonner une flexibilité à l'échelle nationale, ça aura un impact sur les régions, sur les territoires ultramarins et sur les régions françaises plus globalement. Vous nous avez parlé de votre demande que les fonds dédiés aux RUP restent sur les budgets traités à l'échelle européenne. Est-ce que vous avez une stratégie aussi avec les régions françaises ou avec les différentes organisations à l'échelle plus européenne de représentation des régions pour porter ce plaidoyer de manière plus globale, parce que avec la renationalisation, les régions ne pourront beaucoup moins aller d'elles-mêmes chercher ces fonds au niveau européen, et vous l'avez dit, on devra à nouveau passer par le niveau national. Et puis, vous l'avez aussi mentionné, avec ces budgets qui sont restreints, on est dans une logique plutôt de défense de l'existant plutôt que de projection vers l'avenir et vers les besoins des territoires pour l'avenir. Est-ce que, quand même, quels sont vos pistes, vos ajustements que vous souhaiteriez voir, notamment sur le POSEI, pour la période budgétaire à venir, que ce soit sur les intrants, sur la diversification, sur la résilience climatique? Quelles sont les propositions que vous auriez souhaité faire pour faire évoluer le POSEI lors du prochain cadre financier pluriannuel? Merci. Alors, notre collègue rapporteur Georges Naturel souhaite s'exprimer. Georges, tu nous entends? Je te laisse la parole. Il faudra allumer ton micro, s'il te plaît. Bonjour, vous m'entendez bien? Parfaitement. Bonjour à tous. Effectivement, je suis désolé, je suis pris par la visite ministérielle qui a été reportée d'une semaine, qui est sur le territoire. J'étais avec elle ce matin. Merci en tout cas aux deux présidents d'organiser cette réunion. Je pense qu'il est important, et l'intervention de Benoît nous permet de clarifier les enjeux qui sont importants dans cette période. On s'y prend suffisamment à l'avance, et tu l'as dit, Benoît, et c'est vrai que c'est important. Et il faut vraiment qu'on arrive dans cette période à sensibiliser tout le monde. Alors, le contexte national n'est pas évident, on le voit dans le débat budgétaire. Je suis satisfait d'apprendre que le Premier ministre a fait ce courrier, et puis tu l'as dit, il connaît un peu les enjeux de l'outre-mer pour avoir été ministre de l'outre-mer, donc c'est essentiel. Et j'ai été surpris personnellement lors de notre déplacement au mois de mai là, à Bruxelles, et Jean-François Raffin l'a rappelé tout à l'heure, de la méconnaissance en fait de l'administration en général. Alors c'est peut-être, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est une habitude parce qu'ils ont d'autres soucis, de l'importance géopolitique des territoires d'outre-mer en général et des territoires d'outre-mer en particulier. Puis bien sûr, moi je vais présenter l'enjeu géopolitique du Pacifique, et je le dis régulièrement à qui veut l'entendre, que depuis le Brexit, la France et l'Europe donc ont une chance extraordinaire d'avoir 3 territoires dans le Pacifique, et il faut s'en occuper, se préoccuper de cette situation, parce qu'effectivement, la Chine est présente partout, dans tous les territoires du Pacifique. Concernant la problématique, alors on a beaucoup parlé des RUP, effectivement, c'est un vrai souci parce qu'on connaît le contexte national, et
C'est vrai que l'Europe s'est construite autour de l'agriculture, mais elle s'est construite aussi peut-être sans penser à l'outre-mer. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, à essayer de faire comprendre aux uns et aux autres l'importance de l'outre-mer. Je ne dis pas que ça peut être des greniers, mais en tout cas, et on l'a vu hein, dans les travaux, les échanges qu'on a, si on ne se préoccupe pas, en particulier en France, à développer de l'économie, et l'économie agricole en particulier dans nos territoires d'outre-mer, eh ben, ces départements d'outre-mer, et même ces territoires d'outre-mer vont se dépeupler, parce que notre jeunesse, effectivement, elle ne va pas vouloir rester sur le territoire. Moi, souvent, je donne cet exemple volontairement. La Nouvelle-Calédonie, souvent, on dit, effectivement, elle a une ressource importante, c'est le nickel, mais quand on voit la concurrence mondiale aujourd'hui, c'est très compliqué. Par contre, on a des espaces, on a de la surface, on a un climat qui permettrait déjà augmenter notre autosuffisance qui est au-dessous de 20% aujourd'hui. Donc moi, je vais en venir maintenant à ma question. Et bien sûr, bon, on a beaucoup parlé des RUP et sur les PTOM. En fait, deux questions. La première, c'est de savoir sur le sujet des PTOM si aujourd'hui, hein, aujourd'hui, c'est un dossier qui est pris en compte, qui est dont la réflexion est importante. Et puis, savoir ce que pensent les États membres, j'allais dire de la répartition, on le sait tous, hein, entre le Groenland et les autres PTOM, parce que je suppose que dans les débats, les négociations qu'on aura au cours de cette année, il va falloir, ou l'année prochaine, il va falloir effectivement se battre pour maintenir les aides qu'on peut apporter, donc voire les développer par rapport à ce souci géopolitique au PTOM, en particulier français. Voilà. Si vous voulez bien, Benoît, je vais vous laisser répondre. Ah, il y avait d'autres questions. Il y a Martha aussi. Il y a d'autres questions. Ah, d'accord. Bah, je pensais qu'on faisait par salle, mais vous préférez répondre toutes les questions. Donc, Martha. Merci Président, merci Présidente. Merci Monsieur le Délégué Général Adjoint d'avoir partagé avec nous vos inquiétudes concernant le cadre pluriannuel, enfin le cadre financier, hein, dont les conclusions sont attendues effectivement début 2026. Moi j'avais deux questions relativement simples et courtes. La première, c'est celle concernant votre appel solennel, hein, il y a quelques jours à Bruxelles, dont un certain nombre de signataires français figure. Je voulais vous demander, Benjamin Haddad, notre ministre aux Affaires européennes, a-t-il été... je ne le vois pas dans les signataires, donc je voulais avoir votre sentiment par rapport à notre ministère des Affaires européennes. Pensez-vous que cette diplomatie-là aussi est suffisamment sensibilisée aux questions que vous avez partagées ce matin? Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez évoqué avec nous, puisque je vois que Mme Naïma Mouchou est bien signataire, mais je ne vois pas voilà, notre ministère des Affaires étrangères et aux Affaires européennes. Ma deuxième question, puisque effectivement vous avez parlé à juste titre du sujet pêche et agriculture, les inquiétudes que vous pouviez avoir autour de cela, et du coup moi plus largement je voulais avoir votre sentiment et savoir si vous pensez qu'aujourd'hui la Commission européenne en réalité menace peut-être avec ces modifications qu'elle souhaite introduire, 40 ans en fait finalement de politique différenciée dont bénéficiaient nos RUP. Et donc est-ce que cela aussi pourrait être une espèce de boîte de Pandore qui aussi, même pour nos politiques locales, je pense là on va rentrer en PLF, la TGAP, vous avez des TGAP différenciés dans nos RUP, etc., donc autour de tous les sujets d'économie circulaire et de déchets. Est-ce que vous pensez que si on commence à modifier ces politiques différenciées dont bénéficient aujourd'hui nos RUP à juste titre, et là je souscris totalement aux propos de nos deux présidents qui ont été déjà rappelés, voilà, quelles conséquences, une fois qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, il pourrait y avoir, y compris sur nos politiques nationales vis-à-vis de ces territoires et de ces RUP. Merci. Pétrus, et puis après Solange Nali. Merci Madame la Présidente de me donner la parole. Merci Monsieur le Délégué Général pour vos propos et pour le travail qu'Eurodom conduit avec rigueur et engagement au service des territoires ultramarins.
Cette audition est particulièrement importante car elle intervient à un moment où se dessinent les orientations du prochain cadre financier pluriannuel 2028-2034. Ce budget déterminera les priorités de l'Union européenne pour les 7 années à venir, dans un contexte de tensions budgétaires liées à la défense, à la transition énergétique et au soutien de l'Ukraine. Or, pour les régions ultrapériphériques et les collectivités d'outre-mer, cette révision pourrait avoir des conséquences majeures. Les outre-mer craignent à juste titre que la montée de ces nouvelles priorités ne se fasse au détriment des politiques de cohésion et de solidarité qui ont longtemps constitué le cœur du partenariat européen. Pour Saint-Martin, cette perspective est particulièrement préoccupante. Notre territoire jeune et insulaire reste confronté à des défis structurels profonds. La reconstruction et la modernisation du parc hôtelier et des infrastructures après les crises successives. Une dépendance forte aux importations qui alourdit le coût de la vie et fragilise nos entreprises. Et des retards récurrents dans la mobilisation des fonds européens en raison de la complexité des procédures et du manque d'ingénierie locale. Dans ce contexte, il est essentiel que le futur cadre financier ne réduise pas les moyens des fonds structurels comme le FEDER et le FSE+, qui sont les principaux leviers de développement économique et de la formation et de la cohésion sociale. Or, certaines propositions évoquées au sein de la Commission européenne vont dans le sens d'une réduction de la part du budget consacré à la cohésion et d'une réorientation vers les régions performantes, ce qui serait profondément injuste pour nos territoires. La politique agricole est également en jeu. Le programme POSEI, vital pour l'agriculture ultramarine, pourrait être fragilisé par des conditionnalités environnementales inadaptées et par la remise en question des aides spécifiques accordées aux productions locales. Nous savons tous que sans le POSEI, nos filières agricoles déjà fragiles ne pourraient pas survivre. S'agissant de la coopération régionale, le programme Interreg Caraïbes est un outil précieux, mais encore trop difficile à activer. Les contraintes administratives, les différences de calendrier et les obstacles juridiques découragent souvent nos partenaires de la région. Pourtant, cette coopération régionale est essentielle. Elle représente l'avenir de Saint-Martin dans son environnement caribéen, et pas que Saint-Martin. Enfin, je veux souligner un risque transversal, celui d'une recentralisation des crédits européens, sous prétexte de simplification. Si les États membres reprennent la main sur la gestion des fonds, les petites collectivités comme la nôtre peuvent être marginalisées. Nous avons besoin au contraire de plus d'autonomie et de plus d'appui local, pas d'une recentralisation à Paris ou à Bruxelles. C'est pourquoi je souhaiterais vous poser 3 questions. Premièrement, sur la place spécifique de Saint-Martin dans le futur cadre financier, comment garantir que les petites collectivités ultramarines, avec leurs contraintes administratives et humaines, puissent peser dans les négociations et continuer à bénéficier de conditions adaptées? Deuxièmement, sur la coopération régionale dans la Caraïbe, quelles pistes Eurodom propose-t-il pour rendre le programme Interreg plus accessible et plus efficace, notamment en simplifiant les relations avec les États voisins non européens? Et troisièmement, sur la cohérence entre le financement européen et les dispositifs nationaux comme la LODEOM ou la défiscalisation. Comment éviter les doublons et assurer une complémentarité réelle entre les 2 niveaux d'intervention? Je crois profondément à la nécessité d'une Europe différenciée et équitable, capable de reconnaître les contraintes particulières de nos territoires tout en valorisant leur potentiel. Saint-Martin, comme l'ensemble des Outre-mer, n'a pas besoin d'un traitement d'exception, mais d'une prise en compte juste et pragmatique de ces réalités. Je vous remercie, Monsieur le Délégué Général, pour votre éclairage. Alors, Solange Nadi. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président Rapin. Monsieur le Délégué Général, merci pour votre première analyse, vos premières analyses. Merci de nous avoir donné aussi certaines informations. Moi, je viendrai sur un sujet concernant l'alourdissement de la fiscalité du transport aérien.
L'échéance du 31 décembre 2030 fait référence à une exemption importante dont bénéficient actuellement les RUP. Les vols au départ ou à destination des régions ultrafériques, je parle de Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, sont actuellement exemptés du système d'échange de quotas d'émissions européens jusqu'au 31 décembre 2030. Cette exemption, prévue par le paragraphe 8 de l'article 3 quater de la directive des systèmes d'échange de quotas d'émissions européens, révisée, reconnaît la dépendance structurelle de ces territoires au transport aérien en l'absence d'alternatives variables. À partir du 1er janvier 2031, sauf prolongation ou modification de la réglementation européenne, les vols RUP métropole devraient théoriquement être assujettis au SEQE-UE, comme les autres vols intracommunautaires. Cette perspective soulève des inquiétudes légitimes car elle pourrait augmenter significativement les coûts des liaisons aériennes, réduire l'accessibilité des territoires ultramarins et enfin impacter l'économie touristique et les échanges commerciaux qui sont si peu nombreux pour certains. Ici, c'est donc la fin d'une réglementation européenne en 2031 et non une réglementation française. Donc, moi, ce que je voudrais, je vais solliciter le ministère des Affaires européennes, mais j'aimerais avoir votre avis sur le futur pour nos régions ultrapériphériques en tenant compte de cet alourdissement de la fiscalité. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, Tani. Oui. Merci beaucoup. Très rapidement, parce que naturellement, je partage les constats de nos présidents sur ce désintérêt. Le mot pourrait être plus fort à l'égard de ce que peut apporter nos territoires d'outre-mer à la France et à l'Europe. Et je m'adresse à l'Eurodom avec toute son expertise. Si vous aviez un modus operandi, une stratégie à nous suggérer, que pourrions-nous faire collectivement pour partir à l'assaut pour convaincre la Commission européenne, l'Union européenne de changer de braquet. Merci. Merci. Enfin, je vais terminer ces quelques questions par deux petites questions un peu plus techniques. Tout à l'heure, vous avez, dans votre propos liminaire, évoqué la part de financement des collectivités ultramarines. Or, nous savons, au regard des budgets, qu'il y a un vrai sujet au niveau du préfinancement et ce qui rend difficile la mobilisation des fonds structurels européens. La Réunion les mobilise parfaitement, mais dans les autres territoires, c'est un vrai sujet, à tel point qu'on risque de perdre, nos territoires risquent de perdre un certain nombre d'enveloppes à la fin de cette année, puisqu'il y aura une révision à mi-parcours de ce cadre financier pluriannuel, et ce serait vraiment dommage. Donc l'idée d'adosser, de travailler, d'une première question, c'était de savoir si pensez-vous que ce manque de mobilisation des fonds européens ont une incidence sur le nouveau cadre financier qui sera présenté et aura aussi une incidence sur les négociations qui s'annoncent vraiment importantes par la France pour essayer de défendre malgré tout la nécessité d'avoir ces enveloppes. Premier point. Le deuxième point, nous avons souvent évoqué, et vous l'avez évoqué à Eurodome le 6 novembre dernier, l'inadaptation normative. Donc, dans quelle mesure on pourrait aussi appuyer pour vraiment mettre en avant la nécessité d'adapter au territoire, à la réalité des territoires ultramarins. Enfin, sur l'enveloppe, j'ai entendu l'appel des différents cultures planteurs, la filière canne, sucre, rhum, la filière de la banane. J'aurais aimé savoir quelle est la part dans cette enveloppe POSEI, quelle est la part qui est allouée au soutien de ces filières et quelle est la part qui sera allouée à l'aide
au développement d'une agriculture diversifiée pour aller vers une autosuffisance alimentaire. Parce qu'il est vrai aussi que dans les territoires ultramarins, on pousse vers l'autosuffisance alimentaire et nous avons aussi j'ai entendu l'appel de ces jeunes agriculteurs de la Guyane qui, dans la passation d'une part entre les anciens et les nouveaux, mais aussi dans les besoins pour développer et agrandir leur exploitation. Donc voilà les 3 questions et je rejoins les propos de mon collègue de mon président, collègue Jean-François Rapin, sur le manque de vision, le manque de culture des Outre-mer au niveau européen, alors que les territoires ultramarins sont de vrais enjeux stratégiques. On n'a pas parlé dans la stratégie de développement des véhicules électriques, par exemple, l'obligation dans tous les territoires d'avoir des véhicules électriques, d'une part, bon, c'est une aberration, mais deuxièmement, comme l'a dit tout à l'heure Georges Turel, la Nouvelle-Calédonie, c'est la deuxième réserve mondiale de nickel. Donc c'est un poids important pour l'Europe compte tenu de ce que développent les pressions de la Chine sur l'industrie automobile européenne. Je parle de la Guyane aussi, qui est un vaste espace, qui maîtrise le spatial. Donc tous ces territoires, quels qu'ils soient, ils ont un vrai potentiel et qui n'est pas malheureusement assez valorisé dans cette géopolitique qui est plus que trouble. Voilà, je vous remercie pour toutes ces questions et je sais que je pourrai compter sur votre réponse éclairante. J'y vais ? Bon. Alors d'abord, on a bien reçu le questionnaire qui avait été envoyé par la délégation, les délégations. Et donc, on y a répondu avec beaucoup de soin. On vous y a envoyé la réponse ce matin. C'est un document qui fait presque aussi long que les questions que vous nous avez posées, que je prends comme autant de marques d'intérêt et dont je vous remercie. Voilà, on a fait 12 pages. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont écrits auxquels probablement, si mes réponses ne sont pas assez précises, vous pourrez vous référer, mais je vais essayer de répondre à chacune des questions dont en fait beaucoup dépassent assez largement le cadre financier pluriannuel. Alors, Monsieur le Président Rapin, évidemment, bon, si j'étais gaulliste, je dirais que les départements outre-mer, les outre-mer de manière générale, devraient être considérés comme un instrument de puissance. Bon, mais étant astreint à une réserve, je ne le dis pas. Néanmoins, le constat est clair et malheureusement partagé. C'est vrai à Bruxelles, j'ajouterais que c'est souvent vrai au Quai d'Orsay aussi. Je rebondis sur une des questions qui évoquait le ministère des Affaires étrangères. Fort heureusement, pour l'instant, il n'intervient pas beaucoup dans les RUP. Il n'intervient pas non plus dans les PTOM, et c'est heureux. En revanche, il n'intervient pas beaucoup autour, et ça c'est dommage. Hein. J'en profite de la présence de Georges Turel pour rappeler qu'il y a dans le Pacifique, sauf erreur de ma part, 15 à 20% des droits de vote à l'ONU, qu'on a dans ce Pacifique immense 3 territoires, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Calédonie. Je n'inclus pas Clipperton parce qu'on a peu d'habitants, mais enfin, voilà, il y a des mouettes et peut-être quelques contrebandiers, on ne sait pas, on n'y va pas souvent. Bon, mais c'est certain qu'on a là un conflit géopolitique majeur qui s'opère sous nos yeux, avec la Chine et les États-Unis qui s'opposent. Beaucoup d'États qui sont inquiets de cette recolonisation par certains aspects, bon, cette colonisation économique qui se fait par jeu d'influence croisés et réciproques. Des puissances régionales qui sont très inquiètes de ce qui se passe, et au premier chef l'Australie. Que faisons-nous de tout ça? Pas grand-chose. Bon, alors qu'on a là
l'axe du monde qui bascule, nous y sommes géographiquement, et il serait bien qu'on y soit un peu plus diplomatiquement. Bon, c'est certain. Et c'est vrai dans le bassin Caraïbe, et c'est vrai dans le canal du Mozambique, qui est l'un des axes stratégiques mondiaux. Bon, voilà, l'Indo-Pacifique, voilà, on en parle beaucoup, mais on y est, et comme vous le disiez, nous sommes le seul pays du monde à avoir un rayonnement pareil. Il n'y a aucun autre pays qui peut s'asseoir à n'importe quelle conférence internationale en étant légitime à y être. Alors, aucun autre pays que la France, si on veut élargir, aucun autre espace que l'Europe, mais on est vraiment légitime à prendre part à tous les débats mondiaux, géostratégiques. Et parfois, effectivement, on a parfois l'impression que l'Hexagone résume la France. Or, fort heureusement, la France est immense grâce à ses outre-mer. Il faudrait qu'on s'en rappelle. Bon, vous voyez, ça dépassait très largement le cadre financier pluriannuel. Mais j'ai dit que je répondais à tout. Deuxièmement, je veux souligner que globalement, parce que la dimension critique de mes propos sur la proposition de la Commission pourrait être mal interprétée, globalement, les échanges se passent très convenablement avec l'Union européenne, évidemment, et avec la Commission au premier chef. On a une proposition dont j'ai indiqué qu'elle avait été beaucoup préparée en chambre autour de la présidente de la Commission européenne. Le dialogue avec les administrations concernées, le dialogue avec les commissaires même se passe assez bien. Je ne peux pas dire qu'il y a un désintérêt pour les RUP à Bruxelles. Il y a parfois une méconnaissance, il y a parfois de la maladresse, il y a parfois de l'hostilité, ça arrive, et je pense que la proposition de la Commission, la présidente de la Commission est hostile, mais je ne voudrais pas qu'on ait l'image d'une Commission obsédée par le fait d'aller détruire, je ne sais pas quoi, les RUP ou l'agriculture. C'est pas vraiment le cas. Simplement, voilà, ils demandent à ce qu'on ait des arguments, ils font des propositions, ils avancent, et donc on est dans une espèce de mécanique qui est de pression et de contre-pression permanente, qui est la manière dont les normes s'élaborent à Bruxelles. Vous avez fait référence, Madame la Présidente, à notre journée de mobilisation du 6 novembre, à l'issue de laquelle on a adopté un appel que je vais vous laisser, dont Madame, que je ne me trompe pas, De Cidre, De Cidrac, je vous corrige, a parlé aussi, et merci d'y avoir fait référence, merci à toutes les deux. Madame Mouchou n'est pas signataire, mais c'est pas grave, elle ne tient qu'à elle de l'être, mais je comprends qu'elle est dans d'autres cercles d'influence, de même que le ministre Haddad. Il est assez normal que les parlementaires expriment une position qui est une position libre. Ils sont donc signataires de cet appel, en plus des socioprofessionnels, en plus des présidents de région. Bon, les ministres, ils sont tenus à une logique de solidarité gouvernementale. On comprend tout à fait que... et puis, il faut qu'ils gardent des marges de négociation. Donc, il n'y a pas de ministre signataire d'aucun côté que ce soit, ni même du côté espagnol, portugais, français. Mais encore une fois, on le comprend tout à fait. Dans cet appel, on appelle à tout un tas de choses. On a 9 points en l'occurrence, beaucoup qui concernent la politique régionale, les régions. Bon, évidemment en appelant à ce que chaque région d'outre-mer, et ça fait partie des préoccupations exprimées par le président Saïd Omar Wali, beaucoup de régions étant inquiètes d'être traités différemment d'aujourd'hui, d'avoir des financements qui sont en recul. Pour le moment, les cofinancements, c'était votre question, sont maintenus. Alors avant, c'était un cofinancement, la manière dont c'était écrit, c'était 85% de cofinancement européen maximum autorisé. La manière dont c'est rédigé dans la nouvelle version, puisqu'on est dans une version plus nationale, c'est de dire qu'il peut y avoir minimum 15% de financement, il doit y avoir au minimum 15% de financements nationaux. C'est la même chose dans l'autre sens, mais pour l'instant, les financements spécifiques et renforcés sont maintenus.
reste à trouver le budget pour mettre en face, et je n'y reviens pas, j'ai indiqué qu'il était en baisse, donc la préoccupation est plus une préoccupation de ressources budgétaires plus que d'autorisation de cofinancement. Je disais, dans cet appel-là, on appelle la Commission et plus généralement les institutions européennes à revoir la copie qui est sur la table. En particulier, je vais vous lire 3 points. On réclame le maintien du règlement POSEI en tant qu'instrument autonome, avec un budget doublé et sanctuarisé, afin de garantir la sécurité alimentaire, ça a été évoqué dans les questions, la stabilité agricole et le soutien à l'emploi rural dans les régions ultra-périphériques. C'est le point numéro 4. Je vais au point numéro 6. Nous réclamons la préservation des plans de compensation des surcoûts pour la pêche et l'aquaculture, ainsi que la création d'un véritable POSEI pêche. Ça répond à 2 questions qui m'ont été posées sur les évolutions possibles du POSEI. En voilà une. Donc la création d'un véritable POSEI pêche adapté afin de soutenir durablement les filières maritimes ultramarines et leur compétitivité. Et enfin, on réclame le maintien des dispositifs existants et l'augmentation des montants alloués aux régions ultrapériphériques pour la période 2021-2027, dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 28-34, notamment l'allocation spécifique FEDERUP, le FSE+, vous y avez fait référence, ainsi que le maintien des taux de cofinancement majorés qui sont indispensables à la continuité territoriale, à l'investissement public, à la résilience économique des régions ultrapériphériques. Bon, il y a d'autres points, mais ceux-ci me paraissaient les plus pertinents au regard des questions qui ont été posées. Monsieur Saïd Omar Oili, vous avez évoqué la flexibilité, qui est effectivement fortement mise en avant dans la proposition de la Commission. Alors, s'agissant de Chido, les financements européens, en particulier le FSE, a été mobilisé, sauf erreur. Je crois qu'il y a quelques jours, sauf erreur aussi, des financements renforcés ont été votés par le Parlement européen, précisément sur Chido, en particulier grâce à l'action du député Younous Omarji. Bon, la flexibilité, c'est très bien, c'est des réserves de crise, et le changement climatique a été évoqué aussi dans l'une des questions. C'est essentiel pour les RUP. Bon, c'est essentiel, mais on ne va pas troquer un renforcement de la réactivité en cas de crise contre un affaiblissement de l'activité économique ou de la politique de cohésion lorsque il n'y en a pas de crise. Bon. Donc c'est vrai que quand il y a un ouragan, comme ça a été votre cas, un fort coup de vent, quand il y a un cyclone, quand il y a un tremblement de terre, enfin que sais-je, c'est vrai que l'Europe et l'État d'ailleurs fonctionnent remarquablement et très vite, il faut le souligner, mais en période normale, il faut que les agriculteurs, les pêcheurs, les régions aient les moyens de fonctionner normalement. Donc la flexibilité, on y est, nous, évidemment, et la réserve de crise, on y est très favorable. Bon, enfin, on passe assez vite dessus parce que bon, c'est pas vraiment le sujet. Maintenant, il faut aller revendiquer, et c'est ce que le ministre disait, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action et pour essayer d'obtenir des avancées sur les reculs et puis de garder les avancées, de maintenir les avancées là où elles sont. L'article 349, évidemment, la proposition n'est pas contraire juridiquement à l'article 349. Comment le pourrait-elle, la Commission? Bien, elle doit respecter le traité. Néanmoins, vous avez raison de dire que ça interpelle sur la portée de cet article-là. Et vous avez rappelé l'arrêt Mayotte, qui a été un arrêt qui a été rendu contre la Commission, qui voulait avoir une lecture très restrictive des possibilités offertes par cet article 349, dont je rappelle qu'il permet d'adapter. On dit souvent déroger, mais on ne déroge pas, on applique le traité, donc ce n'est pas une dérogation. On adapte le droit de l'Union européenne aux spécificités et aux réalités des Outre-mer. Voilà ce que dit cet article 349. Ce n'est pas une faculté, hein. Ce n'est pas la Commission peut. C'est le Conseil doit. Le Conseil propose, si je cite l'article 349. Ce n'est pas le Conseil peut proposer des politiques adaptées, c'est le Conseil propose des politiques adaptées. Donc là aussi, il ne faut pas reculer sur cet article-là, et on ne peut pas dire que la proposition qui est sur la table tienne compte des spécificités des départements d'outre-mer et qu'elle ne constitue pas un recul par rapport à ce qui avait été reconnu en application même de l'article 349 comme des politiques
nécessaire et indispensable pour le développement économique des RUP. Ce qui était nécessaire et indispensable hier, eh bien ça reste nécessaire et indispensable aujourd'hui. Donc il y a un raisonnement politique à tenir sur le respect de l'article 349 qui, là pour le coup, est régulièrement attaqué par la Commission, qu'il est attaqué dans cette proposition aussi, qu'il n'est pas attaqué frontalement, mais qu'il est attaqué dans ses principes. Et donc il faut qu'on en fasse, et je pense que ça fait partie des bons arguments que la France peut mobiliser, et que le Sénat peut mobiliser évidemment, pour essayer de faire reculer et revenir cette proposition à un niveau normal. Madame Olivier, vous nous avez demandé si on était bien coordonnés avec les autres régions. Alors évidemment, avec les régions d'outre-mer, oui, elles étaient d'ailleurs toutes représentées à notre événement du 6 novembre. Donc on essaye d'avancer aussi groupé que possible dans ce combat-là. On est aussi bien coordonné avec Région de France, dont le brillant directeur général se trouve être l'ancien conseiller outre-mer de Manuel Valls et ensuite de Bernard Cazeneuve. Donc il est, de par son parcours, particulièrement, il s'appelle Frédéric Potier, il est particulièrement sensible et sensibilisé aux histoires ultramarines, et donc j'ai des échanges réguliers avec lui, et donc on prend grand soin d'avancer en PAC, parce qu'il y a, si je puis dire, il y a le feu aussi pour les régions et pour la politique régionale. Sur les réformes possibles du POSEI, si je me lance, ça risque d'être très long. On a fait déjà quelques auditions sur le sujet. Retenons simplement que pour nous, le POSEI fonctionne bien. Il fonctionne bien parce qu'il a des objectifs qui sont clairs. L'objectif, c'est pousser à la structuration, à l'organisation du monde agricole des Outre-mer, dans toutes ses composantes, qu'il s'agisse des filières d'exportation, je dis d'expédition parce que d'exportation, on a l'impression qu'on n'est plus en France et qu'on revient en France, donc on y est toujours. Donc moi je dis les filières d'expédition, comme la banane, comme la canne, qui sont des puissants créateurs d'emplois locaux, ou des filières qui sont plus destinées à la consommation locale, et c'est le cas de toute la diversification dont vous avez parlé, Madame la Présidente. Nous, notre position, c'est que tout le monde doit avoir les moyens de fonctionner, et que surtout, ce qu'il faut qu'on évite à tout prix, et dans lequel régulièrement on essaye de nous remettre, c'est d'opposer les uns aux autres. Bon. Donc nous disons que l'agriculture de diversification est importante et essentielle. Nous disons qu'elle doit avoir les moyens de fonctionner, et que ce n'est pas parce qu'il y aura moins d'argent pour la banane qu'il y en aura plus pour la diversification, ce n'est pas parce qu'il y aura moins de canne à la Réunion qu'il y aura plus de bœufs. Bon, tout ça est indépendant. Nous disons même que, et parce que nous constatons la réalité, que en vérité, l'interdépendance entre les filières d'expédition et les filières destinées à la consommation locale, elle se constate dans chaque exploitation même. Bon, chaque agriculteur, beaucoup d'agriculteurs, à La Réunion par exemple, tous les agriculteurs quasiment qui font de la diversification ont aussi 1 hectare de canne, 2 hectares de canne. Pourquoi? Parce que quand le vent souffle et quand votre serre elle est emportée, vous n'avez plus rien, mais la canne elle a tenu. Elle a tenu un peu plus longtemps. C'est la raison pour laquelle on fait de la banane aux Antilles et de la canne à La Réunion. C'est parce que dans des conditions cycloniques ou dans des conditions climatiques extrêmes, ce sont des cultures qui s'arrachent les dernières. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on fait de la canne dans ces départements-là et de la banane assez récemment. Hein. Ça fait un tout petit peu plus d'1 siècle qu'on fait de la banane aux Antilles. Je le rappelle toujours parce qu'on a l'impression que ça date de Mathusalem. C'est pas vrai, c'est une culture qui est assez récente. Et donc voilà. Donc bon, sur la réforme, sur le fond, c'est peut-être que le cadre qu'on a là n'est pas très adapté, mais je reviens avec plaisir pour en parler évidemment. Et je viendrai vous voir si vous voulez, avec plaisir aussi. Je ne vais pas donner l'impression de me défiler, mais je sais que votre temps est précieux. En tout cas, chacun doit avoir de quoi fonctionner, et il faut qu'on se prépare tous à affronter les changements climatiques. Il faut qu'on apprenne, qu'on continue à avoir des cultures qui sont des cultures dont on dit maintenant, c'est le mot à la mode, qu'elles soient résilientes, bon, c'est-à-dire qu'elles continuent à pousser quand il fait chaud et qu'elles évitent de polluer la terre et ceux qui la travaillent. Bon. Donc ça c'est l'objectif. On est là aussi, contrairement à bien des idées reçues, plutôt très en avance par rapport à l'agriculture hexagonale. Pourquoi? Parce qu'on a des outils d'aide et d'appui, dont beaucoup sont européens, et qui nous permettent pour beaucoup de savoir gérer une production tout en faisant en sorte de réduire au maximum notre impact. Alors la filière banane, la filière canne,
mais la diversification aussi, sont assez en avance et ont des taux de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires qui, s'ils étaient appliqués de la même manière en France hexagonale, feraient de nous un pays quasiment vert. Bon. Georges Naturel, voilà, revenu sur les considérations géopolitiques. Sur le sujet des PTOM, sur lesquels je veux répondre parce que ça l'intéresse tout particulièrement, je le comprends, simplement 3 chiffres. Le budget pour les PTOM était de 164 millions d'euros dans la période de programmation actuelle. Il est prévu qu'il passe à 425 millions d'euros dans le prochain cadre financier pluriannuel. Sur ces 425 millions d'euros, 225 millions d'euros vont au Groenland. Donc on fait 425 millions moins les 225 millions qui viennent au Groenland. Reste 200 millions d'euros pour les autres PTOM, pour les autres COM, comme on dirait, les autres collectivités d'outre-mer, comme on dirait ici en France. Donc on a à comparer une enveloppe de 164 millions d'euros aujourd'hui qui comprend le Groenland contre une enveloppe de 200 millions d'euros une fois qu'on a retiré le Groenland dans la future période de programmation. Donc les crédits, je pense, seront au rendez-vous pour l'ensemble des PTOM. Madame de Cidrac, je crois avoir répondu. Vous m'avez posé une question complémentaire sur les conséquences que cette proposition pourrait avoir sur les politiques nationales. Évidemment, le risque de compétition pour l'utilisation des fonds entre la politique régionale, la politique agricole, la politique de la pêche, entre l'Hexagone et entre les Outre-mer, fait que quelqu'un va perdre à un moment. Bon, c'est pas possible qu'il y ait moins de crédit et qu'on explique à tout le monde que le moins de crédit, ce sera toujours pour l'autre. Bon, parce qu'au bout d'un moment, il faudra marquer ça dans un PLF et que la vérité risque de se faire à cet instant. Moins de budget pour la politique régionale, c'est dans nos régions, mais dans toutes les régions françaises, moins de possibilités de cofinancer des projets, ou de faire baisser de manière très importante les taux de cofinancement, la part qui revient à l'Union européenne. Et dans tous les cas, ça fragilise l'ensemble. Donc cette proposition, elle est mauvaise, j'allais dire, pour tous les territoires. J'ai beaucoup parlé des Outre-mer, mais en vérité, elle va impacter l'ensemble des politiques nationales, puisque presque toutes les politiques nationales sont financées ou cofinancées par des fonds européens. Madame Petrus, alors vous m'interrogez sur Interreg. Alors là, je ne suis pas un grand spécialiste d'Interreg. Ce que je vous propose, c'est je vais consulter dans mon équipe les gens qui sont plus intelligents que moi. Il y en a beaucoup, fort heureusement pour moi, et plus savants de ce sujet-là. Et si vous en êtes d'accord, je vous ferai une réponse écrite. Madame Nadi, vous posez une question qui est fondamentale, qui est là aussi très loin du cadre financier pluriannuel, mais vous avez raison d'en parler. Il y a 2 sujets sur la taxe sur les émissions carbone. Elle conduit à enfermer les habitants des Outre-mer chez eux. Bon. Il faut le dire aussi simplement que ça, puisque c'est la réalité. C'est loin, nous sommes loin, nous n'y sommes pour rien. Et pour venir en métropole, pour sortir de nos territoires, pour aller sur le continent, il faut qu'on prenne l'avion. Bon. Et l'avion, ça émet des gaz à effet de serre, ça émet du CO2. Si on est traité, nous, qui sommes des Européens, de la même manière que ceux qui sont à côté, qui viennent du Nicaragua ou d'ailleurs, eh bien le billet d'avion va exploser, mais pas que. Le prix du fret maritime va exploser, le prix donc des denrées alimentaires va exploser. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est que vous avez parlé de ce qu'on appelle les EFS, dont fort heureusement nous sommes exclus jusqu'en 2030 et encore, nous sommes exclus uniquement pour les trajets qui vont de l'Europe continentale au département d'outre-mer. Je ne crois même pas qu'on soit exclu quand il s'agit d'aller d'un département d'outre-mer à un autre. Et en tout cas, cette dérogation, elle est temporaire. Bon, c'est inacceptable. Bon, il faut qu'elle soit permanente et qu'il soit clair pour tout le monde qu'elle soit permanente et qu'on arrête de faire peur sur ce sujet-là inutilement, puisqu'on sait bien qu'à la fin, il y aura dérogation. Donc, allons le dire et puis gagnons du temps. Vous avez un deuxième sujet qui est connexe, qui s'appelle le CBAM. Alors le CBAM, c'est la même chose, c'est aussi une taxation des émissions de quotas carbone, mais qui cette fois-ci est plus particulièrement
concentré sur les émissions, les industries fortement émettrices. C'est le ciment, c'est l'hydrogène, c'est les engrais. Bon. Alors eux, ils ont la même chose, mais sauf qu'ils sont pas. Donc c'est un règlement qui date de 2023, qui doit rentrer en application au 1er janvier de cette année. Alors eux, ils sont exemptés de rien du tout. Bon. Donc eux, au 1er janvier de cette année, fort heureusement, le logement se porte merveilleusement bien outre-mer, mais vous allez avoir donc le béton dont le prix va exploser, bref, tout ce dont on a besoin pour construire les pays vont trouver très fortement taxés, pour la seule raison qu'on a le malheur, si je puis dire, moi je trouve que c'est un bonheur, mais d'être sous les tropiques, c'est-à-dire un peu loin de l'Union européenne. Alors là, il y a le feu, parce que c'est au 1er janvier de cette année. Et là, aucune exemption n'a été prévue pour ces industries-là, qui sont des industries qui sont essentielles. Hein. Les engrais, c'est essentiel à l'agriculture. Si on veut se nourrir, il faut que les engrais soient un peu... Enfin, on ne peut pas renchérir le coût des engrais. Si on veut construire des maisons, il ne faut pas renchérir le coût du béton. Enfin, bref, bon. Et puis, il faut qu'on soit traité en européen. Donc, oui, non, c'est vrai que c'est plus complexe que ça dans une... Pardon, allez-y. Oui, non, juste parce que faire des raccourcis, c'est quand même un peu... Le problème, effectivement, aujourd'hui, c'est de savoir comment on l'impacte. Et vous avez raison, on ne peut pas lutter aussi contre le réchauffement climatique, il faut bien prendre des mesures. L'autre élément, c'est quand vous achetez, quand le bassin régional, vous prenez les produits du bassin régional, vous les ramenez à Rungis pour les ramener dans les Outre-mer, là aussi, c'est peut-être regarder les choses. Vous voyez, parfois, si on regarde des choses que sur un volet, et comme j'ai la parole, j'en profite aussi pour dire de petites choses, comme ça on aura conclu, il faut qu'on regarde, et d'ailleurs, la production agricole qu'il faut diversifier aussi dans le territoire, et donc c'est les questions de l'eau, etc. Donc c'est pour ça sur le budget, et vous avez parlé effectivement des enjeux des nouveaux terrains de jeu comme l'Indo-Pacifique, mais il y a aussi un terrain de jeu quand même qu'il va falloir qu'on regarde, parce que là c'est pas le monde qui bascule, c'est nos sociétés, c'est les Caraïbes, notamment sur le narcotrafic et le trafic d'armes, qui commence à être... Et si effectivement on n'arrive pas à lutter contre ça en donnant des conditions de vie dignes à nos citoyens ultramarins, bien sûr qu'ils vont se tourner vers effectivement les moyens de se... Et donc on enclenche, nous, ces processus, en reculant, on fait avancer ces difficultés-là. Et là, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés qui, c'est pas eux qui le font, mais des gens de eux qui s'adonnent à ce trafic-là. Donc à un moment donné, il va falloir aussi qu'on regarde et qu'on essaye de retrouver un peu de sérénité. Et je prendrai aussi l'exemple des sargasses, parce que là, c'est les communes qui le supportent, alors qu'en réalité, c'est un problème international. Il devrait y avoir une convention internationale, notamment avec l'Europe et les Hollandais, parce que les sargasses, on devrait déjà les arrêter au large et donc travailler là-dessus pour réfléchir sur ces changements climatiques. Donc on ne peut pas être aussi réducteur. Bien sûr qu'il y a un vrai travail à faire, mais bien sûr que ça ne doit pas être porté sur les ultramarins. Donc c'est comment on retravaille les choses pour que justement ce ne soit pas punitif, mais ce soit bien incitatif. Merci, Monsieur Belloui. Évidemment qu'il faut faire des choses. Simplement, les choses qui sont faites aujourd'hui, malheureusement, le sont faites, comme vous le dites, sur le dos des ultramarins. Je rappelle, on parle d'acier. Le CBAM, c'est ça, j'ai retrouvé le truc, c'est acier, ciment, aluminium, engrais, hydrogène. Bon. Quelle est la logique du CBAM? Qu'est une bonne logique? C'est de dire, on va permettre, qu'est une bonne logique quand on la réfléchit au niveau continental. Au niveau continental, on a une production d'acier, de ciment, d'alu, d'engrais et d'hydrogène. Bon. Donc ce qu'on dit, ce que le régulateur dit, c'est vous avez des alternatives propres, puisqu'on a mis beaucoup de réglementation pour faire en sorte que toutes ces productions soient produites de manière un peu plus clean. Si malgré ça vous choisissez d'aller importer de pays qui font moins attention que nous, eh bien on vous taxe. Ça c'est logique, parce qu'il y a une alternative. C'est pas ce qui se passe dans les départements d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, il n'y a pas d'alternative. Et donc, il n'y a aucune autre alternative que de faire venir de loin. Le paradoxe, c'est que si on fait venir de près, on est considéré, au titre du CBAM, comme important, comme étant fautif, quoi. On fait venir un truc de la Dominique, ça veut dire qu'on fait appel à un État tiers pour importer en Guadeloupe ou en Martinique. Et alors, on est en dehors. Donc, à la limite, il faudrait qu'on aille faire venir le même truc, du ciment, de métropole,
pour ne pas avoir à payer la taxe CBAM, alors que juste à côté, il y a une usine de ciment. Bon. Donc c'est ça que je dénonce. Vous avez raison de dire que mon propos était réducteur, parce que je suis obligé d'aller vite, sinon... Enfin, moi j'ai mon temps, mais vous allez finir par trouver le temps long. Mais je ne conteste pas ni la logique du CBAM, ni évidemment le fait qu'il faut faire des choses. Mais vous voyez, quand on n'a pas d'alternative, en fait, pour 99% de la population européenne, c'est une bonne loi. D'ailleurs, les producteurs, d'ailleurs... se plaignent pas, les industriels ne montent pas du tout contre cette loi, mais pour nous, ça a des conséquences tout à fait particulières. Alors, vous avez raison sur l'eau, vous avez raison sur la diversification, vous avez et comment raison sur les narcotrafics ou sur les sargasses. Voilà. Et sur la diversification, c'est évidemment indispensable. Alors, peut-être je termine par... l'invitation que nous fait Thani Mohamed à l'action. Quelle stratégie? Bon, comme je l'ai dit, on est sur une négociation qui va être très longue, plus de 2 ans, et sur lequel il faut, je pense, poser des briques de manière très méthodique. Nous avons mis en mouvement le monde professionnel, le monde économique, rejoint et appuyé par une bonne partie du monde politique des régions d'outre-mer, et appuyé évidemment par la représentation parlementaire nationale, les représentations parlementaires nationales et par la représentation au Parlement européen. Et puis maintenant, le dialogue il va se faire entre le Parlement européen et les États membres. Là-dedans, nous, on va évidemment continuer à rappeler tous les enjeux que je viens de dire, et je pense que le Sénat, qui a toujours été très impliqué sur la défense des Outre-mer et qui a une voix tout à fait particulière lorsqu'il s'agit de défendre les territoires, c'est certain, et qui a réussi à avoir à Bruxelles, comme à Paris d'ailleurs, l'image de quelqu'un qui connaît bien, d'une institution qui connaît bien les politiques européennes, les politiques communautaires. Bon, vous savez, vous voyagez partout. Le rayonnement du Sénat est quand même particulier. Et donc, la proposition de résolution européenne, c'est une première étape de ce qui peut être fait. Ça a l'avantage d'être délibéré par le Sénat dans sa globalité. Ça devient à la fin une proposition sénatoriale, et ça a l'avantage de fixer au moins pour l'une des 2 chambres françaises, une position qui est une position claire, qui est une position dont j'espère qu'elle sera en soutien des RUP et du maintien des dispositifs spécifiques. Je n'ai à cet égard évidemment aucun doute. Bon, voilà une première chose. Et puis ensuite, ça va durer très longtemps. Alors il faut juste être persistant et pas s'épuiser, parce que c'est la stratégie de négociation habituelle. Donc il va falloir revenir. Probablement que nous nous reverrons, en tout cas, j'y suis prêt. Mais il faut y aller pas à pas. Et pour l'instant, voilà, je trouve que par rapport à d'autres négociations précédentes, je trouve que les institutions dans leur ensemble réagissent assez bien. Je trouve que la France a réagi assez vite par la lettre du Premier ministre. Je trouve que le Parlement européen a réagi assez vite, y compris le groupe de la droite européenne, dont je rappelle qu'il soutient la présidente de la Commission européenne, dont je rappelle aussi que le commissaire à l'agriculture en est issu, il est du PPE. Et donc, ce n'était pas évident pour la droite européenne d'aller se joindre à ceux dont la critique de ce qui se passe est plus attendue sur la gauche de l'hémicycle. Donc, je trouve que tout le monde a fait preuve de responsabilité. Sur la gauche de l'hémicycle, je trouve que les mises en cause de la proposition se font de manière très constructive. On n'est pas dans des postures. Donc, j'ai le sentiment. Et puis, bon, évidemment, dans les territoires, chacun réagit assez vite et comme il faut. Donc, j'ai le sentiment que tout le monde prend cette négociation-là avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration par rapport à ce qu'on a pu connaître à d'autres moments où il fallait passer des mois et des mois entiers, ne serait-ce qu'à convaincre notre État membre qu'il y avait bien le feu, malgré les odeurs de brûlé qui finissaient par faire pleurer les yeux. Là, je dois dire que les choses réagissent assez bien. Bon, ensuite, il faut les maintenir dans le temps, avec une difficulté qu'il ne faut pas cacher, qui est, l'instabilité gouvernementale, évidemment, mais en plus la certitude qu'au milieu des négociations, on change de président de la République. Bon, la négociation, elle se termine en décembre 2027. L'élection présidentielle se tient, si j'étais taquin, je dirais au plus tard, en mai 2027. C'est pas une position très confortable pour les autorités françaises, puisque, évidemment, quand on arrive
à partir de la fin de l'année 2026, début de l'année 2027, vos partenaires européens, ils ne vous regardent pas exactement pareil quand ils savent que dans 4 ou 5 mois, il y aura quelqu'un d'autre qui portera la voix de la France. Bon, donc, et ça, c'est pas une critique du président de la République, c'est juste, c'est comme ça, quoi. Bon. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci. Et pour compléter l'action des parlementaires et particulièrement du Sénat, c'est que nous allons aussi, ces travaux vont faire l'objet d'un rapport avec un certain nombre de préconisations et cette résolution pour laquelle nous allons mettre le paquet. Je sais que je peux compter sur la Commission aux affaires européennes pour le soutien. Donc nous sommes là et nous sommes très vigilants, et moi particulièrement en ce qui concerne la mobilisation des fonds structurels, puisque nous sommes dans une situation budgétaire au niveau national complexe. Les territoires ultramarins doivent aussi porter leur part, leur participation, mais compte tenu des difficultés aussi auxquelles ces territoires sont confrontés, je compte sur une meilleure mobilisation des fonds structurels européens et avec des adossés par exemple à l'AFD pour accompagner dans les préfinancements, puisque parmi les principaux leviers et difficultés, ce sont les préfinancements. Voilà, merci pour votre temps, et puis ce n'est que le début d'une grande discussion. Merci à vous.